Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Comment faire mémoire de l'absence ? Comment rendre visible l'indicible ? Comment transformer la perte ? Comment faire apparaître au présent une image du passé ? Comment donner une forme à l'histoire ? Comment conjuguer l'instantanéité d'un procédé, cette manière d'arrêter le temps par le biais de la photographie, avec une volonté de donner une visibilité au temps, au passé, de les inscrire dans une histoire toujours en marche ? Cet épisode de L'œil écoute vous emmène à la Villa des Arts, l'une des dernières cités d'artistes de la ville de Paris, sur la colline de Montmartre. Sophie Zénon a reçu Yannick Le Guillanton dans son atelier, au milieu de ses livres, de ses photographies, de tout ce qui nourrit son travail, et leur conversation vous emporte pour un voyage immobile mais émouvant au cœur de la mémoire. Bonne écoute! Bienvenue à la Villa des Arts. C'est un lieu que vous connaissez déjà, peut-être, non ? C'est un lieu dont j'avais connaissance, j'y étais jamais venu. Et je m'aperçois que c'est absolument merveilleux. C'est un lieu qui doit dater du 19e siècle. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est l'un des bâtiments principaux, puisqu'il y en a quand même 4 ou 5. Il y a 70 ateliers à la Villa des Arts. C'est les ateliers d'artistes ville de Paris. Et effectivement, j'ai la chance tous les jours, quand je viens à l'atelier, d'arriver dans cette entrée majestueuse avec un escalier qui date de l'Expo universelle de Paris en 1889, puisque le bâtiment a été construit en 1890. C'est un bâtiment qui a été construit par 2 architectes pour des artistes dès le départ. Il y avait cette fonction de ce bâtiment. Et ils ont récupéré cet escalier à double révolution, en fer forgé. C'est des structures aussi Eiffel, avec cette statue monumentale de cette jeune femme. Qui nous fait face quand on arrive, quand on ouvre la porte où c'est indiqué à dessein, j'imagine, entrée des artistes. Absolument. Alors il faut savoir que c'est un lieu mythique, parce qu'il y a eu beaucoup de... Tous les mouvements de peinture sont représentés, du 19e, 20e. Des gens comme Renoir, comme Cézanne, Marcel Jean pour les surréalistes. Cézanne, notamment, avait son atelier au 6e étage, qui est occupé aujourd'hui par une écrivaine. Et cette petite cour intérieure, là, on peut imaginer où il y avait beaucoup des artistes qui habitaient ici, mais aussi énormément d'autres qui venaient voir les artistes. André Breton est venu. Après, il y a eu aussi des films qui ont été tournés, Fellini, les clowns. Isabelle Adjani a descendu cet escalier, par exemple, aussi. Donc, c'est vraiment un lieu qui est chargé. C'est un lieu qui est chargé, qui est chargé d'ondes. Qui est chargé d'ondes et de fantômes. Et de fantômes, peut-être. Alors, je vous invite à descendre. Ok. Là, on se dirige vers le 3e sous-sol. Oui, c'est un peu ça. C'est amusant parce que vous êtes rentré par la rue Égésippe Moreau, vous descendez 2 niveaux et vous allez vous retrouver au niveau d'une autre rue qui est la rue Ganneron, qui longe le cimetière Montmartre. On a 2 entrées possibles. Et on arrive, je vois une affiche Sophie Zénon, Galerie L'Imagerie. Ah, ça, c'est une expo qui a déjà eu lieu il y a 2 ans, mais qui était magnifique parce que c'était 2019. Voilà, c'était tout un parcours à travers 15 ans de création. Merci, voilà Sophie. chez moi. Alors c'est super sympathique, on a une petite cuisine, il y a plein de choses qui sont accrochées sur les murs. Une grande table centrale qui me permet de travailler. Avec de nombreux bouquins. Oui, j'en ai sorti quelques-uns parce que je me doutais bien que peut-être vous alliez me demander quelles sont mes références. Donc j'ai été puiser dans ma bibliothèque les livres un peu Et on a une grande verrière au-dessus qui donne sur un arbre qui commence à bourgeonner. Là. Oui, ça c'est une vue. Alors je suis en rez-de-chaussée et cette verrière est tournée au nord, comme tous les ateliers d'artistes sont toujours tournés au nord. Mais j'ai cette chance d'avoir cet arbre magnifique qui est dans un arbre dans le cimetière, mais je vois toutes les saisons défiler. Très bien, Sophie. Bon, je vous fais un petit café, non ? Avec plaisir.
Alors, Sophie, quand on rentre dans cet atelier, bon, effectivement, il y a cette grande verrière, et juste en face, sous la verrière, il y a ce portrait de femme assez énigmatique, un peu comme une Joconde, puisque dans le portrait de la Joconde, on voit au premier plan un visage jusqu'aux épaules, et puis un paysage à l'arrière. Et là, vous êtes dans une superposition d'images, j'ai l'impression, qui est à peu près semblable. C'est effectivement une superposition parce que c'est le début du travail sur la mémoire familiale en fait. Cette image, elle a été réalisée en 2010. Hein, ça inaugure un volet sur les origines et sur la perte des êtres chers surtout. Et on voit ce visage de femme au premier plan qui n'est autre que le visage de ma grand-mère quand elle avait 18 ans et qu'elle se préparait à quitter l'Italie pour la France. Et au premier et au second plan, un paysage de montagne et de lacs qui n'est autre que la région du Piémont et du lac Majeur, d'où elle est originaire. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ce portrait, c'est la manière dont elle nous regarde. Elle a un visage très énigmatique, enfin un regard très énigmatique, plongé un peu dans le vague. Énigmatique, je dirais même hypnotique, parce qu'on a le sentiment. Elle a le visage tourné vers nous. Elle nous regarde, mais elle nous regarde sans nous voir. On a l'impression que son regard passe au-dessus de notre tête. Je ne saurais pas dire l'expression qui se dégage, si c'est une forme de nostalgie, une forme de regard tourné vers l'avenir. On hésite entre le passé et le futur, et je pense que même, mieux que nostalgie, je dirais une forme de mélancolie, qui est renforcée aussi par la dominante bleue de cette image. Elle nous regarde peut-être aussi des profondeurs du lac à travers cette eau bleutée du lac Majeur. En tout cas, c'est un regard que je lui ai toujours connu et au moment de sa mort, c'est exactement le même regard qu'elle avait et qui me poursuit toujours quand je pense à elle. C'est à ce regard que je pense. Alors de l'autre côté, on se retrouve dans une forêt assez habitée par des arbres, des fougères, tout un registre végétal, et avec une sorte de lumière vaporeuse qui plane sur cette forêt. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, la lumière vaporeuse en question, ce n'est pas des fumigènes que j'ai mis dans la forêt, mais ce sont des projections d'archives, plus exactement des photogrammes issus d'un film datant de 1945 de reconstitution d'un maquis, puisque c'est cette série d'images qui représentent des forêts en Bretagne, une forêt qui s'appelle la forêt de Coët-Malouine, située dans l'Argoat, donc on est en centre-Bretagne. C'est une forêt qui a abrité en 1944 un maquis composé de 300 jeunes résistants et qui préparaient des actions de sabotage contre l'ennemi. En fait, c'est un musée, le musée de la résistance en Argoat, qui m'a proposé une carte blanche pour travailler sur cette forêt et sur cette histoire du maquis, qui reste une histoire très sensible et très vive dans la région. Donc ce sont trois formats, donc il y a un très grand format accompagné de deux plus petits formats sur la droite, et on est vraiment dans les tons, c'est lumière jour, limbé avec ce voile vaporeux. On est peut-être au printemps, en été, au début de l'automne, enfin c'est une forêt assez vivante. Le traitement que j'ai donné, le traitement on va dire esthétique, j'ai travaillé ces verts dans des tons extrêmement délicats, parce que dans ce film de reconstitution du maquis que j'ai vu, il y avait des jeunes qui se mettaient en scène avec des sourires, des regards frontaux, qui contrastent, des sourires qui contrastent énormément avec la dureté de la vie qu'ont dû mener ces jeunes pendant le maquis. Et pour moi, j'y voyais une forme d'utopie, une espèce d'utopie de l'après-guerre, de l'envie de reconstruire un monde nouveau, que tout était possible finalement. Et c'est pour ça qu'il y a ce traitement très délicat. Et en contrepoint, sur un autre mur, vous avez là des images, la même forêt, d'autres angles, mais dans des tons rouge sang. Ces images alternant avec des photogrammes aussi, toujours extraits de ce film où on voit des combattants. Et cette fois, c'est plutôt la forêt de l'angoisse, on va dire. Les blancs n'existent plus, les blancs sont remplacés par des jaunes, comme une forêt enflammée. Donc là, on est plutôt dans une forme
de peur, d'angoisse, d'attente. Et puis cette couleur rouge qui évoque peut-être la violence de la Seconde Guerre mondiale et à la fois le sang qui parcourt notre corps Oui. avec les Oui. capillaires, les branches de ces arbres que l'on voit tout autour. Alors ce rouge est donné non pas en post-production, mais c'est donné par un traitement à l'infrarouge dès le départ. Pour moi aussi, l'infrarouge est lié à l'exercice militaire, hein, c'est-à-dire c'est des situations qu'on ne peut voir que à la lumière infrarouge. Donc je trouvais que c'était aussi tout à fait à propos par rapport au sujet. Et d'autre part, vous avez vu aussi la manière dont elles sont disposées dans mon atelier. La lumière du nord qui est derrière moi frappe ces images qui prennent un relief tout à fait particulier parce qu'elles sont imprimées sur métal. L'idée aussi militaire, du froid, bref. Et ça donne tout à fait un relief particulier. On a l'impression qu'on va rentrer complètement dans cette forêt. Cette image rouge sang parcourue de branchages qui peuvent évoquer les veines, les capillaires, les artères, la vie aussi peut-être. C'est une image presque subliminale, une image intérieure. De toute façon, mon travail, je pense que ce n'est que ça. C'est aussi un travail sur le paysage et ce que nous dit ce paysage, c'est-à-dire ce que l'on en sait et la manière dont on va se l'approprier. Un paysage, c'est toujours de toute façon une construction mentale, une construction culturelle, c'est-à-dire que il y a aussi cette histoire du corps dans l'espace, du corps, comment il se déplace dans ce paysage et comment on va le retranscrire, nous, d'une manière plastique. Et un paysage façonné par la culture, ce qu'on va voir maintenant avec vos images. Alors Sophie, la Villa des Arts, c'est un lieu riche en histoire. Vous êtes vous-même historienne de formation. Ce choix, j'imagine qu'il ne s'est pas fait par hasard, puisque vous éprouviez peut-être, et on y reviendra plus tard, le besoin de redécouvrir votre propre histoire familiale. D'où vous vient ce goût pour l'histoire qui est au cœur de votre travail, de vos recherches ? Oui, alors vous parlez de l'histoire familiale, mais c'est venu bien plus tard, et je dois dire même assez récemment. L'histoire, j'ai toujours aimé ça, depuis le lycée. J'ai toujours aimé l'histoire et la philo. C'était vraiment les deux disciplines que j'adorais. Bon, à 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans. À 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et j'étais loin de me douter que je deviendrais photographe. Et je me disais que l'histoire, en fait, permettait une ouverture sur le monde, une compréhension du monde. Et quand je suis arrivée à la fac, là, ça m'a vraiment passionnée parce que j'ai découvert ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire la manière, la compréhension des faits, avec des sources toujours renouvelées. La manière dont on regarde les sources va faire qu'on a des angles sur l'histoire plus ou moins différents. Et dans les années 80, quand j'étais à la fac, ce qu'on nous enseignait, c'était l'école des annales, ce mouvement historique, ce courant historique qui avait été fondé dans les années 20 par Marc Bloch et Lucien Febvre, qui montrait en fait que l'histoire était d'abord une matière vivante et qui axait sa démarche à travers la transversalité des disciplines, c'est-à-dire que les sciences sociales, au sens large, venaient dans la compréhension d'un fait historique. On ne s'attachait plus ni uniquement aux faits, ni aux grands hommes, ni à l'histoire militaire, mais vraiment l'histoire dans une compréhension globale. Donc ça introduisait la sociologie, ça introduisait d'autres disciplines oui, dans le champ historique. Mais complètement, chose que l'on retrouve en photographie aujourd'hui par exemple. De travailler en photographie, on s'appuie aussi sur les sciences sociales, sur des domaines auxquels on n'a pas l'habitude, comme la botanique par exemple. Donc là, ça a commencé vraiment à me passionner et de prolonger aussi. Moi, je fais des études d'histoire contemporaine, mais du coup, j'ai aussi été voir du côté de l'ethnologie, de l'anthropologie, du côté de l'histoire de l'art. Tout ça convergeait pour revisiter l'histoire. Alors après, Yannick, quand vous me demandez l'histoire me passionne, oui, mais l'histoire, c'est quand même aussi très vaste. Et de quelle histoire m'intéresse ? Alors, je disais l'histoire contemporaine. Et je me suis aperçue avec le recul que je m'intéresse très souvent aux inconnus, que je m'intéresse aux sans-nom. Je pense on y reviendra sûrement, mais je pense aux travaux sur les momies de Palerme, je pense aux travaux sur les squelettes des catacombes de Naples. Il y a une autre de vos séries qui s'appelle Les Invisibles.
Les Invisibles, exactement, mais même aussi le travail sur le site du Hartmann-Willerkopf, site de la Première Guerre mondiale, où je travaille à partir d'archives de soldats allemands et français, inconnus. Donc ça, c'est assez récurrent dans mon travail. Et puis, je me suis aussi, toutes ces dernières années, nourrie de travaux théoriques sur la mémoire, puisque la mémoire est au cœur de mon travail, et notamment ceux de Georges Didier Huberman, qui est un peu ma Bible quand même, ma référence dans ce travail sur la mémoire. Alors, j'ai lu quand même énormément de choses de lui, depuis l'invention de l'hystérie, un ouvrage qui est paru en 82, jusqu'à un ouvrage très récent, paru, je crois, il y a 2 ans, qui s'appelle « Pour commencer encore », en passant par des ouvrages où les essais sur l'apparition, comme Phasme, comme Phalène. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, et qu'il développe dans Pour commencer encore, c'est ce qu'il appelle l'idée de ressouvenance. Il part de sa ville de Saint-Étienne, il fait une évocation de sa ville extrêmement poétique, et il montre comment son enfance et tout son parcours de vie, comment il a été déterminé par cette vie dans la ville de Saint-Étienne. Il s'appuie sur une phrase que j'aime beaucoup d'Ernst Bloch qui dit « Seule est féconde la ressouvenance qui est aussi souvenir de ce qui reste à faire ». Et c'est magnifique, c'est-à-dire que c'est pas tant le souvenir qui m'intéresse, mais ce qu'on va essayer de faire de notre histoire qui nous est propre, c'est-à-dire travailler finalement sur ce qui n'est de l'ordre du non-dit, sur les impensés. C'est comme si travailler sur la mémoire, de ce que j'ai compris de Georges Didier Huberman en tout cas, c'était faire comme un travail de fouille archéologique. C'est-à-dire on va les creuser, on va les sonder, on va les chercher, ce qui est de l'ordre des failles, des bouts de papier, des lambeaux, des chiffons. Et voilà, exactement. Des couches superposées, mais surtout ce qu'on ne voit pas au premier regard. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. Et j'ai relevé une phrase dans son livre, magnifique, enfin en tout cas qui moi me parle tellement. J'ai l'impression que les racines viennent à moi en surgissant de ci, de là, et en m'obligeant constamment à me demander pourquoi, vers quoi je vais par ici plutôt que par là. Je ne vais donc pas aux racines du passé, ce sont plutôt les racines qui surgissent sous mes pas, afin de modifier radicalement mon chemin vers le futur. Toute ma démarche est aussi fondée là-dessus, c'est-à-dire que je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille sur des histoires qui me parlent. Après, quand on me demande pourquoi je travaille sur la mort, c'est une question tellement difficile à répondre à ça, mais c'est comme travailler aussi sur ses obsessions. On a tous des obsessions sur lesquelles on a envie de travailler. Donc. Et la mort, de toute façon, elle est très présente aussi dans l'histoire. Quand on rencontre un personnage célèbre, les premières informations que l'on a sur lui, c'est sa date de naissance et sa date de décès. Oui, la mort, c'est quand même l'une des dernières choses, ou peut-être la seule dont on est certain dans notre existence. Bien évidemment. Donc, voilà, donc l'histoire, oui, et puis l'histoire, mais avec toutes ces interrogations sur comment donner une forme aussi, une forme à l'histoire. Alors, les premières images que l'on connaît de vous, ce sont des photographies que vous avez prises en Mongolie à la fin des années 90, à travers des voyages récurrents que vous avez menés sur le terrain pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Oulan-Bator ? Et est-ce que lorsque vous commencez à prendre vos photos, vous les envisagez comme un moyen de documenter ces voyages à l'étranger ? Alors la Mongolie arrive à un moment dans mon parcours où je traverse une période assez compliquée, personnelle assez compliquée, et j'avais un intense besoin de me ressourcer. Il se trouvait aussi que je travaillais à l'époque déjà pour des photographes qui m'encourageaient aussi beaucoup dans ma pratique. Et cette Mongolie, c'est un pays dont je rêvais depuis que j'étais petite, pour ses immensités. Je trouvais qu'à ce moment précis de ma vie où j'avais besoin de me ressourcer, le vide, paradoxalement, était nécessaire. Le vide, un pays dont je ne parlais pas la langue, un pays à la culture quand même très éloignée de la nôtre, et elle arrivait à un moment juste dans mon parcours. À l'époque, j'étais pas du tout photographe. J'étais une cavalière
assez expérimentés. Alors c'est peut-être ça qui vous a donné l'envie de découvrir Voilà, ce pays, puisqu'ils ont une tradition autour du cheval qui est très très importante, très présente. C'est au moins le seul point, enfin il y a 2 points communs. Je chante et je monte à cheval. Et donc, les Mongols, effectivement, comme vous le disiez, Yannick, c'est le cheval est au cœur de leur culture. Quand vous écoutez les chants mongols, ce qui arrive en premier, c'est les éloges à la mère de famille. Deuxième, c'est les chants autour du cheval. Et troisième, c'est les chants autour de l'amour et de l'épouse. Donc, vous voyez, dans la hiérarchie même des chants, le cheval arrive nettement assez haut. Et c'est vrai que ça a été assez magique parce que monter à cheval tout de suite, c'est un très très bon moyen d'entrer en contact avec l'autre. Donc, travail documentaire, non, pas du tout. J'avais un petit boîtier en plastique qui m'avait été aussi prêté par un ami. Donc, j'ai ramené des images panoramique. Je vais peut-être même vous montrer quelques images. Allons-y. Donc là, je n'ai pas sorti les grands tirages qui sont les grands tirages. Justement, c'est des petits tirages, mais il y a un livre qui a été publié en 2005. Donc, un livre qui s'appelle Mongolie, l'esprit du vent. Voilà, ça a été publié à la fois en France par Blöchin et en Suisse par Bentelli Verlag. Ce livre, il a été édité à l'issue de vos voyages, donc en 2005. Et le format de l'image est tout petit, sur notre petit tirage argentique, avec justement cette douceur. On est en noir et blanc. Il y a un grain. Alors là, on peut peut-être dire ce qu'on voit sur cette double page, sur laquelle on voit un cheval surmontée d'un cavalier. Alors, elle fait très Far West, cette image, parce qu'on imagine, alors le cheval apparaît de façon... il est au milieu d'une immense rivière, il est assez petit quand même, dans la proportion de l'image, de cette image panoramique, et on aperçoit malgré tout que le cavalier a un chapeau. Une espèce de feutre, un chapeau. Oui, un feutre qui donne ce côté peut-être très Far West, et avec également à l'arrière une chaîne de montagnes qui clôt l'image de bout en bout, de droite à gauche, comme le fleuve d'ailleurs, mais qu'on imagine un peu sinueux. Et on voit quelques petites taches qui correspondent peut-être à d'autres animaux ou à des habitations. Plutôt à des habitations. Je trouve que cette image, elle est assez emblématique du travail. D'abord, on est au format panoramique, noir et blanc, avec ce grain extrêmement présent qui est dû à la lentille en plastique de mon appareil. Donc, pour moi, c'est une image extrêmement onirique. On ferme les yeux, on imagine, on rêve. Je suis à cheval quand je prends la photo, c'est-à-dire que je suis ce personnage qui n'est autre que mon père adoptif, entre guillemets, puisque voilà, on a cette espèce d'image très fugace et très fragile. Donc, travail documentaire, non, c'est plutôt des moments de vie un peu... En cela, je me sens très proche d'un photographe comme Bernard Plossu, par exemple. Et c'est plein de poésie, effectivement. Et là, vous êtes typiquement dans l'instant du moment que vous allez immortaliser. Absolument. Et donc voilà, c'est plus un parcours, c'est plus une expérience de vie. Je dis toujours que ce travail, il m'a fait naître photographe. Je dis toujours ça parce que c'est lui qui m'a donné aussi ce goût. Alors on est très loin des travaux actuels, mais il y a autre chose aussi que ce travail m'a permis d'apprendre, c'est la relation de ce peuple nomade à la nature. Et une relation très spécifique puisque pour eux, tout est signe, tout est esprit, ils donnent des noms à la montagne, ils nourrissent, là on parlait du fleuve qui est le fleuve Oron, ils nourrissent le fleuve pour qu'il donne des poissons. Alors, il y a toute cette dimension chamanique qui m'a donné envie quand je suis revenue du premier voyage de Mongolie de reprendre des études et de travailler avec la spécialiste du chamanisme en France qui est Roberta Maillon, qui enseignait à l'école pratique des hautes études, et j'ai fait un DEA avec elle sur le chamanisme mongol et sibérien, pour comprendre justement cette relation très particulière à la nature. Donc parallèlement au suivi de ces cours, vous alliez encore régulièrement en Mongolie pendant de nombreuses années. J'ai été, mes premières photos, ça date de 1996, et les dernières de 2009, avec une période, on va dire, très intense entre 1996 et 2001, et ensuite plus épisodiquement, mais par exemple ce que vous voyez là dans ce livre, c'est une centaine d'images réalisées entre 1996 et 2001. Donc ce sont vos premières images. Aujourd'hui, ces photographies sont quand même très éloignées
de ma photographie voilà, aujourd'hui, mais c'est une expérience qui a été fondamentale et qui a un vrai tournant d'abord dans mon parcours parce que suite à la publication de ce livre, j'ai arrêté de travailler, de faire tout travail salarié pour me dédier uniquement à une pratique artistique. Et puis cette rencontre aussi avec les chamans a été aussi déterminante dans une approche des relations entre les vivants et les morts. Alors c'est amusant d'un point de vue purement esthétique, vous travaillez donc en panoramique essentiellement ou peut-être exclusivement pour réaliser ces séries d'images sur la Sibérie. C'est un format cinéma. C'est un format cinéma. Oui, un côté cinémascope. J'étais à l'époque absolument fascinée par les films russes d'Eisenstein, les films japonais d'Ozu. Mais alors, le panoramique, évidemment, c'est un outil qu'on dédie beaucoup au paysage, mais en même temps, je ne m'interdisais pas de le détourner en faisant, par exemple, ce genre d'image où on est au plus près des visages. Oui, donc un plan assez serré sur un visage d'enfant dont on voit simplement la moitié du visage qui est dissimulé pour une autre part par une couverture, un textile, un linge. Oui. Et à l'arrière-plan, à nouveau, on imagine, alors je pense que c'est un buffle ou quelque chose. Un yak. Oui. Et à nouveau, une chaîne de montagne. Disons qu'il y a quelque chose dans cette narration entre plan large, plan serré, en alternant, y compris dans le livre, les différents plans, et il y a pour moi une écriture très cinématographique. Et ce côté panoramique donne un côté aussi très travelling, quoi, très, très film. Je pense que mes références, quand j'ai réalisé ce travail-là, étaient d'abord dans le film et dans l'image en mouvement, beaucoup. Puisque de toute façon, lorsque vous avez entrepris ce travail, vous n'aviez pas le désir de devenir photographe, ça s'est imposé un peu à vous spontanément, naturellement. Et pour le coup, vous n'aviez peut-être pas non plus forcément beaucoup de références photographiques en tête en 96, sur cette période 96-2000. Est-ce que c'était le cas ou pas ? Mes références étaient plus cinématographiques. J'étais une fan de l'émission Le vendredi soir de Jean-Claude Averty sur les cinémas de minuit, mais mes références étaient aussi beaucoup picturales. Parce que j'ai une formation avant tout d'histoire de l'art, avant d'être en histoire de la photo. C'est vrai que la photographie, j'ai commencé sérieusement à m'y intéresser quand j'ai travaillé à l'agence Editing, de 96 à 2000. Où là, c'est vrai que j'ai dévoré tout ce qui peut avoir trait à des sujets qui m'intéressaient, aller voir beaucoup d'expositions photos. Donc j'ai nourri ma culture photographique au fur et à mesure, soit par des expositions, mais aussi par des écrits théoriques, comme j'ai cité tout à l'heure Didier Huberman ou d'autres, bien sûr. On a vu cette photographie du cow-boy, de ce personnage qui traversait le fleuve à dos de cheval, un peu comme on pourrait traverser le Styx, ce qui nous amène, après vos voyages en Mongolie, en Sibérie, puis au Cambodge, il y a un thème que vous avez largement exploré, qui renvoie à la nature de toute chose, qu'est la mort. C'est un sujet commun à toutes les cultures, à toutes les expressions artistiques, et peut-être plus encore à la photographie. Ce que Roland Barthes, dans La Chambre claire, qualifie de « ça a été », un moment unique et déjà figé dans le passé. Est-ce que c'est cette nature propre à la photographie qui vous a poussé à vous intéresser aux momies siciliennes et à développer un cycle que vous intitulez avec humour ou ironie, vous nous le direz, « In Case We Die ». Alors la mort et moi, c'est une longue histoire. Ce n'est pas uniquement suite à la Mongolie, mais il y a bien sûr cette expérience de la Mongolie qui m'a fait toucher du doigt cette relation aux ancêtres très présente dans cette culture. Je pense que c'est aussi dans ma culture italienne où ma grand-mère m'emmenait au cimetière toute petite aller parler aux morts. Donc ce qui m'a intéressée, c'est aussi, certes, la Mongolie, mais c'est revenir à des problématiques plus personnelles. Et puis, mon sujet quand j'étais en histoire contemporaine, mon sujet de recherche, c'était quand même les comportements face à la mort. Donc ça date pas d'hier, quoi, ce sujet. C'est quand même une expérience aussi très fondatrice et qui va se poursuivre tout au long de ma pratique. Finalement, les fantômes sont un peu mon terrain. Mais des fantômes toujours très présents, qui forgent notre identité
Hein, c'est pas juste des êtres éthérés et des ectoplasmes. Oui, c'est des fantômes qui nous accompagnent dans notre vie aussi, peut-être. L'histoire est pour moi c'est ça. Hein. L'histoire, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'histoire aussi a une dimension éminemment poétique. Il n'y a rien de plus qui me bouleverse que d'être dans un lieu où vous savez que des personnes ont été là il y a des centaines d'années, d'aller à Lascaux, ou d'aller dans le Forum romain, ou d'aller même sur un site de la Première Guerre mondiale. C'est quand même assez troublant. Voilà, c'était le premier volet de l'œil écoute consacré à Sophie Zénon. Nous vous disons à très bientôt pour le deuxième volet, aussi passionnant. À très vite.